Mon frère avait promis de venir me chercher à l'aéroport. J'ai attendu 5 heures sur un banc froid, ma valise entre les jambes et mon téléphone presque déchargé. Quand il m'a enfin rappelé, il a ri, désolé, j'ai complètement oublié. Mon père, lui, était déjà au courant. Il m'a simplement envoyé ce message, prends un taxi, ne dramatise pas. À 49 ans, j'aurais dû savoir que dans ma famille, on ne m'appelait jamais par hasard. Moi, c'est Thierry, le fils cadet, celui qui répondait toujours, celui qui avait la tête sur les épaules, celui qu'on oubliait aux anniversaires mais qu'on retrouvait très vite quand une facture traînait. Je vis en France, dans un quotidien assez simple, entre mon travail, mon appartement, mes trajets en métro et les petites habitudes qui me permettent de garder une vie calme. Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre non plus. J'ai surtout appris à compter, à prévoir, à payer mes factures à l'heure et à ne pas promettre ce que je ne pouvais pas tenir. Dans ma famille, ça m'a longtemps valu une étiquette pratique, Thierry, lui, il gère. Mon père, René, a 76 ans. Il parle peu, mais quand il parle, il faut que la pièce l'écoute. Il n'a jamais beaucoup crié. Il n'en avait pas besoin. Un soupir, un regard par-dessus ses lunettes, une phrase comme « tu exagères encore » suffisait à remettre tout le monde à sa place. Surtout moi. Mon frère aîné, Laurent, a 53 ans. Depuis que je suis petit, on me répète qu'il est comme ça. En retard? Il est comme ça. Il oublie un rendez-vous important? Il est comme ça. Il dépense de l'argent qu'il n'a pas? Il est comme ça. Il promet de rembourser et disparaît pendant 3 semaines? Il est comme ça. Moi, je n'avais pas le droit d'être comme ça. Si je ne rappelais pas dans la journée, j'étais froid. Si je demandais pourquoi il fallait encore faire un virement, j'étais dur. Si je refusais de venir à un repas organisé au dernier moment, j'étais rancunier. Et si je rappelais que Laurent avait déjà été aidé 10 fois, mon père répondait toujours la même chose, ton frère n'a jamais eu ta stabilité. Je détestais cette phrase. Elle avait l'air d'un compliment, mais c'était une facture déguisée. Pendant des années, j'ai payé de petites choses qui, mises bout à bout, n'avaient plus rien de petit. Une facture EDF oubliée chez mon père. Une réparation de chaudière qui tombait mal. Une assurance habitation en retard. Un devis de toiture que Laurent devait soi-disant prendre en charge avant de rencontrer un problème avec sa banque. Des courses quand mon père disait que le mois était compliqué. Des avances pour Laurent, libellées sobrement dans mes relevés, dépannage papa, avance Laurent, facture maison. Je ne payais pas pour être admiré. Je payais parce que je pensais aider. Parce qu'une partie de moi croyait encore qu'une famille, ça se garde, même quand ça vous abîme un peu. Le plus humiliant, ce n'était pas seulement l'argent. C'était la version officielle. Au repas de famille, mon père racontait que Laurent passait souvent le voir, qu'il mettait la main à la pâte, qu'il avait réglé tel souci à la maison, qu'il était maladroit mais généreux. Moi, j'étais présenté comme celui qui vivait sa vie ailleurs, qui appelait moins, qui avait toujours été plus indépendant. Une tante disait parfois, « Thierry, tu devrais passer plus souvent. Ton père ne rajeunit pas. » Je regardais Laurent sourire au-dessus de son verre, et je me taisais. Au début, je ne gardais pas les preuves pour me défendre. Je gardais les factures parce que j'ai toujours été organisé. Je gardais les SMS parce que je n'efface presque rien. Je gardais les emails de relance, les captures d'écran, les confirmations de virement. Sans vraie intention. Comme on ferme une porte à clé sans penser qu'un jour quelqu'un essaiera de l'enfoncer. Puis, avec le temps, j'ai commencé à comprendre que ces papiers me protégeaient d'une histoire que ma famille racontait sans moi. Pendant presque 1 an, j'avais pris mes distances. Pas de rupture spectaculaire. Juste moins de réponses immédiates, moins de virements, moins de disponibilité. Je répondais quand c'était nécessaire, mais je ne courais plus. Mon père l'avait très mal pris. Il m'appelait le dimanche soir, souvent vers 20 h, au moment où je venais de préparer quelque chose de simple à manger. Il commençait par quelques phrases banales, puis glissait doucement vers le reproche. Il disait, « Tu sais, ton frère passe quand il peut. Lui au moins, il garde le lien. » Je répondais, « Très bien. Alors demande-lui de régler la prochaine urgence. » Silence. Puis, ce n'est pas la peine d'être désagréable. C'était toujours comme ça. Quand Laurent causait le problème, on parlait de malchance. Quand je refusais de le réparer, on parlait de mon caractère.
Alors, quand mon père m'a appelé un jeudi soir en disant qu'il voulait remettre les choses à plat, j'aurais dû raccrocher poliment. Sa voix était plus douce que d'habitude. « Thierry, j'aimerais qu'on se voie. Toi, Laurent et moi. Une vraie discussion entre hommes. On ne peut pas continuer comme ça. » J'étais dans ma cuisine, debout devant l'évier, une assiette encore dans la main. J'ai regardé par la fenêtre de mon immeuble. En bas, un voisin fermait son local à vélo. Une rame de tram passait au loin. Tout était ordinaire, et pourtant j'ai senti quelque chose se déplacer en moi. J'ai demandé, pourquoi maintenant? Parce qu'on vieillit. Parce qu'on reste une famille. Et parce qu'il y a des décisions à prendre. Cette dernière phrase aurait dû m'alerter. Des décisions à prendre, chez mon père, ça voulait rarement dire des excuses. Mais je voulais croire qu'il était sincère. Pas naïvement. Pas complètement. Juste assez pour prendre un billet d'avion, poser 2 jours et accepter de revenir. Laurent m'a envoyé un message le lendemain matin, « T'inquiète, petit frère. Je viens te chercher à l'aéroport. Cette fois, je gère. » J'ai relu cette fois plusieurs fois. Ça sonnait presque comme une reconnaissance. J'ai répondu simplement, « J'arrive à 14h10. Terminal 2. » Il a mis un pouce levé, puis un emoji de voiture. Le jour du départ, je n'étais pas serein, mais je n'étais pas hostile. J'avais mis dans ma valise quelques vêtements, un chargeur que j'ai finalement oublié dans la poche intérieure, et une chemise avec 2 ou 3 papiers administratifs que je voulais récupérer chez mon père. Rien d'important, pensais-je. L'avion a atterri à l'heure. À 14h25, j'étais devant la sortie, près d'un panneau d'information, ma valise entre les jambes. J'ai envoyé, « Je suis sorti. Tu es où ?» Pas de réponse. À 14h45, j'ai appelé Laurent. Messagerie. À 15h05, j'ai appelé mon père. Messagerie aussi. J'ai pensé à un embouteillage, un problème de stationnement, un téléphone resté dans la voiture. Je me suis déplacé près de la baie vitrée pour voir la file des voitures. Des familles se retrouvaient. Des couples s'embrassaient. Des enfants couraient vers leurs grands-parents. Moi, je regardais mon écran s'allumer et s'éteindre. À 15h40, j'ai laissé un message vocal, « Laurent, je suis toujours à la sortie. Rappelle-moi. » À 16h15, mon téléphone affichait 22%. J'ai fouillé ma valise à moitié ouverte sur le banc pour retrouver mon chargeur. Rien. J'ai juré tout bas, puis je me suis rassis. Je pouvais prendre un taxi. Bien sûr que je pouvais prendre un taxi. Mais je voulais comprendre. Je voulais voir combien de temps il leur faudrait pour se souvenir que j'étais là. À 17h, j'ai envoyé un message sur le groupe familial WhatsApp, « Quelqu'un a des nouvelles de Laurent? Je suis encore à l'aéroport. » Personne n'a répondu. À 17h38, ma tante Mireille a publié une photo. On voyait la table de mon père, la nappe cirée à fleurs que je connaissais depuis l'enfance, des assiettes déjà servies, des verres levés. Mon père était au bout de la table. Laurent était à sa droite, penché vers notre cousin Philippe, comme s'il racontait une blague. Camille, ma cousine, regardait l'objectif avec un sourire un peu figé. La légende disait, « Enfin réunis ». J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent presque absurdes. Enfin réunis. Sans moi. J'ai écrit à mon père en message privé, « Vous avez commencé ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Laurent non plus. À 19h12, mon frère m'a enfin appelé. Sa voix était bruyante, légère, avec des rires derrière lui. Il m'a dit, « Ah mince, Thierry. Désolé, j'ai complètement oublié. » Il a ri. Pas longtemps, mais assez. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai demandé, « Tu as oublié que je venais ?» Non, enfin j'ai oublié l'heure. On discutait, papa avait besoin d'un coup de main pour préparer, et puis voilà. Prends un taxi, t'es grand. Ça fait 5 heures. Oh ça va, 5 heures, t'étais pas dans la rue non plus. J'ai raccroché. 1 minute plus tard, mon père m'a envoyé, prends un taxi, ne dramatise pas. On t'attend. J'ai regardé le message. Puis la photo. Puis le pourcentage de batterie, 8%. Je suis allé vers la file de taxi. Je n'ai pas couru, je n'ai pas crié,
je n'ai pas envoyé 20 messages. J'ai simplement gardé le ticket de taxi quand le chauffeur me l'a tendu, comme si ce petit papier froissé venait de rejoindre une catégorie de preuves que je n'avais pas encore nommée. Pendant le trajet, mon téléphone a vibré plusieurs fois. Le groupe familial continuait. Mireille, le plat refroidi, Thierry. Philippe, toujours le dernier, celui-là. Laurent, il arrive, monsieur fait son entrée. Puis mon père, on reste une famille, pas de mauvaise humeur ce soir. Je n'ai rien répondu. Le chauffeur m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Il a demandé, mauvaise journée? J'ai dit, longue. Quand je suis arrivé devant la maison de mon père, il faisait déjà nuit. Les volets du salon étaient ouverts, la lumière chaude débordait sur la terrasse, et j'entendais des voix avant même de pousser le portail. J'avais grandi dans cette maison. Je connaissais chaque marche, chaque fissure du couloir, l'odeur du placard près de l'entrée, le bruit particulier de la porte quand elle frottait un peu au sol. J'ai ouvert avec la clé que mon père m'avait laissée des années plus tôt, au cas où. Il y avait des manteaux empilés sur la rampe. Des chaussures dans l'entrée. Des rires dans la salle à manger. Je suis resté quelques secondes dans le couloir. J'ai entendu Laurent dire, il va encore nous faire son numéro. Quelqu'un a soufflé. Puis mon père, d'une voix basse mais nette, laissez, je le connais. Il faut toujours qu'il marque le coup. Je ne suis pas entré dans la salle à manger. Je suis monté à l'étage. Dans l'ancienne chambre où mon père avait entassé des cartons, je devais récupérer quelques documents, un vieux livret de famille photocopié, des papiers liés à une assurance, 2 albums que ma mère avait gardés avant sa mort. J'avais prévu de le faire le lendemain, tranquillement. Ce soir-là, j'avais juste besoin d'être loin de leur voix. En ouvrant le placard du bureau, j'ai trouvé une chemise cartonnée beige posée sur une pile de dossiers. Mon prénom était écrit dessus au stylo noir, Thierry. J'ai d'abord cru que c'était mes papiers. Puis j'ai vu des post-it. Des dates surlignées. Un document dépassé légèrement, avec des mots qui ont attiré mon regard. Garantie solidaire. Engagement. Échéancier. Signature. Je n'ai pas tout ouvert. Pas là. Pas avec les rires en bas. Mais j'ai soulevé la première page, juste assez pour voir le nom de Laurent et un montant qui n'avait rien d'un petit dépannage. Pas une somme délirante, pas de quoi faire un film, mais assez pour écraser quelqu'un pendant longtemps si les choses tournaient mal. Et surtout, mon nom apparaissait déjà dans le document, avec des espaces à compléter. J'ai reposé la feuille exactement comme elle était. Là, j'ai compris que mon retour avait peut-être été organisé pour autre chose qu'un repas. Je suis descendu avec mes papiers personnels dans un sac. Mon père est apparu dans le couloir avant que j'atteigne la porte. Il a demandé, « Tu ne viens pas manger ?» Il avait ce ton agacé des gens qui pensent faire un effort en ne criant pas. « Pas ce soir. Je dors ailleurs. » Son visage s'est fermé. Il a dit, « Tu ne vas pas en faire une affaire d'État. Ton frère a oublié, c'est tout. On sait comment il est. » Je l'ai regardé. Oui. On sait. Il a plissé les yeux. Thierry, ce n'est pas le moment de régler tes comptes. Pense un peu à ton père. Pendant une seconde, j'ai failli répondre comme avant. J'ai failli dire que j'étais fatigué, que je viendrais demain, que ce n'était pas grave. Mais derrière lui, j'ai aperçu Laurent dans l'encadrement de la salle à manger, un verre à la main. Il a lancé, « Tu veux quoi? Que je me mette à genoux ?» Quelques rires nerveux ont suivi. Pas beaucoup. Juste assez pour que la honte change de goût. J'ai dit, non. Je veux dormir. Puis je suis sorti. J'ai pris une chambre dans un petit hôtel près de la gare. Rien de luxueux. Une moquette fatiguée, une réceptionniste qui m'a demandé ma carte d'identité sans lever les yeux, un radiateur qui faisait un bruit sec toutes les 10 minutes. J'ai branché mon téléphone avec un chargeur acheté à l'accueil, puis je me suis assis au bord du lit. Il était presque 23 heures. Mon père avait envoyé, « Tu as mis tout le monde mal à l'aise. Laurent, franchement tu abuses. On ne peut pas tout mettre sur mon dos non plus. » Puis Mireille, sur le groupe, « J'espère que demain tout ira mieux. Les histoires de famille, ça se règle en famille. » J'ai ouvert mon application bancaire. Je ne sais pas exactement ce que je cherchais au début. Peut-être une confirmation.
Peut-être une excuse pour ne pas douter de moi. J'ai tapé au papa dans la barre de recherche. Les virements sont apparus, les uns sous les autres, sur plusieurs années. Dépannage papa. Facture maison. Avance Laurent. EDF René. Chaudière. Assurance. J'ai pris un carnet de l'hôtel et j'ai commencé à noter les dates. Puis j'ai ouvert mes anciens SMS. Mon père, 3 ans plus tôt, Laurent devait s'en occuper mais il a eu un souci. Tu peux avancer? Je te rembourse dès que possible. Jamais remboursé. 2 ans plus tôt, ne dis rien à ta tante, elle s'inquiète pour rien. C'est juste une petite facture. 6 mois plus tard, dans le groupe familial, mon père écrivait « Heureusement que Laurent est passé régler le problème de chaudière. » J'ai retrouvé la facture. Payée par moi. J'ai continué. Il y avait la réparation de la toiture, présentée comme prise en main par Laurent devant Philippe. Il y avait l'assurance habitation que j'avais réglée après 3 relances. Il y avait même des courses livrées chez mon père pendant une période où Laurent racontait qu'il veillait sur lui. À 1h40 du matin, j'avais devant moi une chronologie que je n'avais jamais voulu regarder en face. Ce n'était pas des incidents. C'était un système. Je n'ai presque pas dormi. Vers 7h30, je suis descendu prendre un café trop amer dans la salle du petit déjeuner. Des voyageurs consultaient leur téléphone, des enfants étalaient de la confiture sur des tranches de pain, une femme en tailleur parlait doucement à son collègue. Tout le monde avait l'air de savoir pourquoi il était là. Moi, j'avais l'impression d'avoir été convoqué dans ma propre famille comme on convoque quelqu'un à un guichet. À 8h12, Camille m'a écrit « Thierry, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais tu devrais savoir un truc. » J'ai répondu « Dis-moi. » Elle a mis plusieurs minutes. « Hier, avant que tu arrives, ton père a parlé d'un prêt pour Laurent. » Enfin, pas exactement un prêt. Une garantie, je crois. Il disait que tu avais les moyens et que ce serait normal que tu aides ton frère. J'ai posé ma tasse. Il en a parlé devant tout le monde? Pas comme ça. Il a préparé le terrain. Il a dit que tu étais distant depuis quelque temps, que tu avais besoin de te rappeler tes responsabilités. Laurent faisait le malin, mais il avait l'air nerveux. J'ai écrit, tu savais qu'un dossier était prêt à mon nom? Cette fois, sa réponse est arrivée vite, non. Quel dossier? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis remonté dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et j'ai sorti la chemise que j'avais prise chez mon père avec mes affaires. Oui, je l'avais prise. Pas pour la voler. Mon nom était dessus, et à ce stade, je ne faisais plus confiance à personne pour me dire ce qu'elle contenait. À l'intérieur, il y avait un document lié à une dette de Laurent, un projet d'engagement de soutien financier, une sorte d'attestation destinée à rassurer un conseiller bancaire ou un créancier privé. Ce n'était pas encore signé. Rien ne m'obligeait à quoi que ce soit. Mais tout était préparé pour que je sois placé devant le fait accompli. Mon père avait même glissé une note manuscrite, Thierry peut garantir temporairement. À présenter comme accord familial. Je l'ai relu 3 fois. Accord familial. Ce que mon père appelait accord familial, c'était une pièce pleine de gens qui me regarderaient refuser. J'ai appelé un avocat dont j'avais gardé le contact après une histoire administrative quelques années plus tôt. Il ne m'a pas donné une consultation complète au téléphone, évidemment, mais il m'a dit une phrase simple, ne signez rien sous pression. Ne signez rien sans lecture. Et si votre nom apparaît sur un document préparé sans accord clair, gardez une copie. Je n'avais pas besoin de plus. Ensuite, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai imprimé les preuves principales dans une boutique près de la gare. Le jeune homme derrière le comptoir m'a demandé si je voulais agrafer par dossier. J'ai dit oui. Message de l'aéroport. Capture du groupe familial avec la photo enfin réunie. SMS de mon père demandant de l'argent. Facture payée. Virement bancaire. Capture où mon père attribuait à Laurent des aides que j'avais financées. Document de garantie préparé à mon nom. Je ne voulais pas noyer tout le monde sous 10 ans de papier. Je voulais que ce soit clair, daté, impossible à balayer d'un revers de main. Dans l'après-midi, j'ai aussi annulé 2 virements automatiques. L'un servait à payer une petite mensualité d'assurance que mon père m'avait demandé de prendre juste 2 mois presque 1 an plus tôt. L'autre partait chaque début de mois sur son compte,
sans libellé compliqué, parce qu'il m'avait dit qu'il préférait éviter les discussions humiliantes. J'ai regardé l'écran confirmer l'annulation. Pour la première fois, je ne préparais pas un sauvetage. Je préparais une sortie. Mon père m'a appelé 5 fois. Laurent 3 fois. Je n'ai pas répondu. À 18h, j'ai reçu un message de René, repas ce soir à 20h. Tu viens. On va parler calmement. Pas est-ce que tu viens. Tu viens. J'ai répondu, je viens. Je ne signerai rien. Il a mis 10 minutes à répondre, personne ne t'a parlé de signer. Arrête avec tes idées. J'ai rangé le dossier dans mon sac. Quand je suis arrivé chez mon père ce soir-là, la table était déjà mise. La même nappe cirée. Les mêmes assiettes blanches bordées de bleu. Une odeur de gratin et de viande mijotée flottait dans l'entrée. Rien n'avait changé, et pourtant tout me semblait différent. Mireille m'a embrassé trop vite. Bon, on va essayer de passer une bonne soirée, hein? Philippe m'a serré la main avec un sourire prudent. Camille m'a regardé sans parler. Elle savait assez pour être inquiète, pas assez pour savoir ce que j'allais faire. Laurent était déjà assis, les bras croisés, comme quelqu'un qui se prépare à être accusé et qui veut avoir l'air détendu. Mon père, lui, se tenait debout près de sa chaise, dans son rôle habituel de chef de table. Je me suis assis. J'ai posé mon sac près de mes pieds. Pendant les 10 premières minutes, on a parlé de tout sauf de moi. La météo. Les travaux dans la rue. Le voisin qui s'était plaint à la mairie pour une histoire de stationnement. Le fils d'un cousin qui venait d'avoir son bac. C'était presque comique, cette énergie dépensée à éviter l'évidence. Puis mon père a reposé son verre. Bon. On ne va pas gâcher la soirée pour une histoire d'aéroport. Voilà. On y était. Laurent a sauté sur l'occasion. Oui, franchement. Je me suis excusé. Tu ne vas pas me faire un procès parce que j'ai oublié une fois. J'ai levé les yeux vers lui. Tu ne t'es pas excusé. Tu as ri. Il a soufflé. Oh ça va. T'as toujours aimé jouer les martyrs. Mireille a murmuré, Laurent. Mon père a levé la main. Thierry, ton frère n'est pas méchant. Il est distrait. On sait comment il est. Toi, tu as toujours été plus solide. J'ai senti cette vieille phrase arriver dans ma poitrine comme une clé dans une serrure usée. Justement, j'ai dit. J'ai ouvert mon sac et posé la chemise cartonnée sur la table. Les conversations se sont arrêtées net. Laurent a regardé le dossier, puis mon père. C'est quoi ça? J'ai répondu, ce n'est pas une histoire de taxi. C'est une histoire de 20 ans. Mon père a serré la mâchoire. Ne commence pas. Ce n'est pas le moment de régler tes comptes. Alors quand? À l'aéroport? Pendant que vous mangiez? Ou au moment où tu comptais me demander de signer? Le silence qui a suivi n'avait plus rien de familial. C'était un silence de salle d'attente, de couloir de tribunal, de gens qui comprennent qu'une phrase vient de changer la pièce. Mireille a posé sa fourchette. Signer quoi? Mon père a dit trop vite, rien. Thierry mélange tout. J'ai sorti la première feuille. Pas le document de garantie. Pas tout de suite. D'abord, les messages de l'aéroport. Je les ai posés au centre de la table. 14h25, je suis sorti. 14h45, appel à Laurent. 15h05, appel à papa. 17h, message dans le groupe. 17h38, photo du repas. 19h12, Laurent m'appelle en disant qu'il a oublié. Philippe s'est penché malgré lui. Laurent a levé les bras. Oui, bon, j'ai oublié. On ne va pas y passer la nuit. Non, j'ai dit. On va passer à la suite. J'ai sorti les factures. EDF. Chaudière. Assurance. Toiture. Courses. Petite mensualité. Je n'ai pas tout commenté. J'ai simplement montré les dates, les montants, les libellés de virement. Mon père essayait de m'interrompre toutes les 30 secondes. Ça n'a rien à voir. Tu déformes. C'était entre nous. À cette phrase, Camille a relevé la tête. Entre vous?
Mais tu nous avais dit que Laurent avait réglé la chaudière. Laurent a bougé sur sa chaise. Oui, enfin, j'avais aidé aussi. J'ai posé la facture devant lui. Tu as appelé le plombier. J'ai payé. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mireille avait les joues rouges. Pas de colère. De gêne. De cette gêne lourde qui arrive quand on comprend qu'on a répété la mauvaise version pendant des années. Philippe a pris une feuille du bout des doigts. René, tu m'avais dit que Laurent passait souvent pour gérer tout ça. Mon père a répondu, Laurent fait ce qu'il peut. Thierry aussi. Je n'allais pas détailler les comptes de famille à tout le monde. Je l'ai regardé. Tu n'as pas évité de détailler. Tu as menti sur qui payait. Son visage est devenu rouge. Attention à ce que tu dis. Avant, cette phrase m'aurait arrêté. Ce soir-là, elle m'a simplement confirmé que j'étais au bon endroit. J'ai sorti les captures du groupe familial. Un message de mon père, heureusement que Laurent a pris en charge les réparations. Juste derrière, mon relevé bancaire du même jour. Un autre, Thierry est occupé, il a sa vie, heureusement que ton frère reste proche. Derrière, un SMS privé de René, tu peux me faire le virement avant vendredi? Ne dis rien à Laurent, il est déjà assez stressé. Camille a murmuré, c'est pas possible. Laurent a tapé la table du plat de la main. Tu nous fais quoi là? Un tribunal? T'es content? Tu veux humilier tout le monde? Je n'ai pas élevé la voix. Non. Je rends juste à chacun ce qui lui appartient. N'importe quoi. Tes dettes sont à toi. Les mensonges de papa sont à papa. Et ma vie est à moi. Mon père s'est levé. Ça suffit. Je l'ai laissé debout. Puis j'ai sorti le document de garantie. Cette fois, il a blêmi. Je l'ai posé bien à plat sur la nappe, entre le plat de gratin et la corbeille de pain. Si je suis tellement distant, pourquoi mon nom est déjà préparé sur ce papier? Personne n'a parlé. Mireille a ajusté ses lunettes et a lu les premières lignes. Philippe s'est penché aussi. Camille a fermé les yeux une seconde, comme si elle venait de recevoir la confirmation qu'elle redoutait. Laurent a tendu la main vers le document. Donne ça. J'ai posé ma main dessus. Non. Mon père a repris son ton d'autorité, mais il tremblait légèrement. Ce n'était qu'une discussion. Personne ne t'aurait forcé. Alors pourquoi l'avoir préparé avant mon arrivée? Pourquoi avoir dit à Camille qu'il fallait me mettre devant mes responsabilités? Pourquoi organiser un repas avec tout le monde avant même de m'en parler seul? Il n'a pas répondu. Laurent, lui, a choisi l'attaque. Tu sais très bien que je traverse une période compliquée. Mais évidemment, Monsieur Thierry préfère sortir ses petits papiers. Laurent, a dit Camille, tu l'as laissé 5 heures à l'aéroport alors qu'on était tous ici. Il a haussé les épaules. J'ai oublié. Ça arrive. Je l'ai regardé. Pour la première fois, je n'ai pas cherché le frère que j'aurais voulu avoir derrière l'homme assis devant moi. Je l'ai vu tel qu'il était, pas monstrueux, pas diabolique, pas incapable de comprendre. Juste habitué à ce que quelqu'un d'autre absorbe les conséquences. Oui, j'ai dit. Ça t'arrive souvent. Et jusqu'ici, ça me coûtait à moi. Mon père a posé les 2 mains sur la table. Tu vas vraiment laisser ton frère tomber? La phrase était exactement celle que j'attendais. Non. Je vais arrêter de tomber à sa place. Mireille a baissé les yeux. Philippe a repoussé lentement son verre. Personne n'applaudissait, personne ne criait que j'avais raison. Ce n'était pas une scène de victoire. C'était beaucoup plus inconfortable que ça. C'était une famille obligée de regarder les choses sans la nappe habituelle par-dessus. Mon père a tenté une dernière fois. Pense à l'honneur de la famille. J'ai presque souri, mais pas par joie. L'honneur, ce n'est pas de mentir sur celui qui vous aide. Ce n'est pas de préparer un papier dans son dos. Ce n'est pas de l'oublier à l'aéroport puis de lui demander de ne pas dramatiser. Laurent a secoué la tête. Donc c'est ça? Tu ne signes pas? Je ne signerai rien. Ni ce soir, ni demain. Et je ne paierai plus les factures cachées, les réparations urgentes, les dettes temporaires ou les petits coups de main qui ne finissent jamais. Mon père m'a fixé comme si je venais de parler dans une langue étrangère.
Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. Les virements automatiques sont arrêtés. Cette phrase a produit plus d'effet que tout le reste. Laurent a pâli. Quel virement? Camille s'est tournée vers lui. Tu ne savais pas? Il n'a pas répondu. Bien sûr qu'il savait au moins une partie. Peut-être pas tout. Mais assez. Mon père s'est rassis lentement. Il avait l'air plus vieux d'un coup. Pendant longtemps, cette vision m'aurait fait céder. Je me serais dit qu'à son âge, on ne l'humilie pas. Qu'il fallait préserver quelque chose. Qu'une mise au point privée aurait suffi. Mais c'était justement ça, le piège. Tout avait toujours été privé quand je payais, public quand il fallait me juger. Alors j'ai gardé le dossier ouvert. Mireille a parlé d'une petite voix. René, pourquoi tu ne nous as jamais dit que Thierry payait tout ça? Mon père a regardé sa sœur, puis moi. Parce que ce n'était pas vos affaires. Philippe a répondu, calmement, pourtant, quand tu disais que Thierry était distant, tu nous en faisais une affaire de famille. Cette phrase-là a touché plus fort que les miennes. Parce qu'elle venait de l'extérieur. De quelqu'un qui avait cru la version de mon père pendant des années. Laurent s'est levé brusquement. Moi, je vais prendre l'air. J'en ai marre de cette comédie. Personne ne l'a retenu. Il a pris sa veste, a fouillé ses poches, puis s'est tourné vers mon père. Tu me passes tes clés? Mon père n'a pas bougé. Ce petit détail, ridicule en apparence, a terminé quelque chose. Laurent, 53 ans, venait de perdre son réflexe le plus confortable, demander sans se demander si quelqu'un allait dire non. Il est sorti en claquant la porte. Je n'ai pas bougé. Mon père a murmuré, tu es fier de toi? J'ai rangé lentement les papiers dans la chemise, sauf une copie du document de garantie que j'ai laissé sur la table. Non. Je suis fatigué. Puis je me suis levé. Camille m'a accompagné dans l'entrée. Thierry, je suis désolé. J'aurais dû poser des questions avant. Je lui ai répondu honnêtement, moi aussi. Parce que c'était vrai. J'avais participé au silence. J'avais cru qu'en payant discrètement, j'évitais les conflits. En réalité, je leur avais laissé toute la place pour raconter autre chose. Mireille est venue à son tour, les mains serrées contre elle. Je ne savais pas. Je n'ai pas voulu être cruel. Je sais. Mais parfois, ne pas vouloir savoir, ça arrange tout le monde sauf celui qui paie. Elle a hoché la tête, les yeux humides, sans chercher à se défendre. Mon père est resté dans le couloir du salon. Il n'est pas venu vers moi. Il a juste dit, tu vas vraiment partir comme ça? J'ai pris mon manteau. Non. Je pars enfin autrement. Je suis monté une dernière fois récupérer les albums de ma mère et 2 cartons qui m'appartenaient encore. Rien de précieux pour les autres. Des photos, quelques papiers, un vieux livre avec une dédicace, une montre cassée que j'avais gardée plus par souvenir que par utilité. En descendant, j'ai croisé mon père au pied de l'escalier. Il semblait vouloir dire quelque chose. Peut-être une excuse. Peut-être un reproche. Finalement, il a choisi ce qu'il connaissait. Ta mère aurait été triste de voir ça. J'ai senti la phrase me toucher, évidemment. Il savait où appuyer. Mais je n'ai pas laissé la douleur décider à ma place. Elle aurait surtout demandé pourquoi tu as laissé un de tes fils porter l'autre aussi longtemps. Son visage s'est fermé. Je suis sorti. Cette fois, je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement. C'était plus net. Le lendemain matin, j'ai repris le train au lieu de prolonger mon séjour. Dans le wagon, entre un étudiant qui révisait sur son ordinateur et une dame qui parlait trop fort au téléphone, j'ai reçu une série de messages. Laurent m'a écrit, faut qu'on parle. Tu ne peux pas me lâcher maintenant. Puis, j'ai appelé le conseiller, il veut une réponse. Puis, tu crois que t'es mieux que nous? Je n'ai répondu à aucun des trois. Mon père a appelé à 10h17. Je n'ai pas décroché. Il a rappelé à 11h03. Puis à 12h26. À 13h, il a écrit, tu as fait du mal à ton frère. J'ai répondu, non. Je l'ai laissé rencontrer ses propres conséquences. Camille m'a envoyé un message plus long dans l'après-midi. Elle disait que Philippe avait demandé des explications après mon départ, que Mireille était restée silencieuse,
que mon père avait tenté de dire que j'avais sorti les choses de leur contexte. Mais le dossier avait circulé assez pour que l'ancienne version ne tienne plus. Je lui ai demandé de ne pas m'envoyer chaque réaction. J'ai écrit, je ne veux pas refaire le procès pendant des semaines. J'ai dit ce que j'avais à dire. Elle a répondu, je comprends. Mais je voulais que tu saches que certains ont compris. Ça m'a fait du bien, plus que je ne voulais l'admettre. Les jours suivants, les conséquences ont été moins théâtrales que dans les histoires qu'on raconte pour se rassurer. Laurent n'a pas été soudainement rejeté par toute la famille. Mon père n'a pas appelé pour me présenter des excuses magnifiques. Personne n'a organisé un grand repas pour reconnaître mes sacrifices. La réalité a été plus simple, et peut-être plus juste. Laurent a dû retourner voir son conseiller financier sans mon nom sur aucun papier. Il a négocié un échéancier moins confortable, vendu 2 choses qu'il prétendait indispensables, et demandé de l'aide ailleurs. Plusieurs personnes de la famille, cette fois, lui ont posé des questions avant d'ouvrir leur portefeuille. Mon père a essayé de refaire l'histoire. Il a dit que j'avais toujours été susceptible, que j'avais humilié un vieil homme devant ses proches, que les virements n'étaient pas si importants, que j'avais choisi l'argent plutôt que la famille. Mais pour la première fois, il n'était plus seul à parler. Philippe m'a appelé une semaine plus tard. Il m'a dit, je ne vais pas te déranger longtemps. Je voulais juste te dire que je suis désolé. J'ai répété des choses sans vérifier. Je lui ai répondu, tu n'étais pas obligé de deviner. Peut-être. Mais j'aurais pu mieux écouter. Mireille m'a envoyé une carte, une vraie, par la poste. Son écriture tremblait un peu. Elle n'a pas fait de grands discours. Elle a simplement écrit qu'elle avait repensé à certaines phrases, à certains repas, à certaines absences. Elle disait, je crois que j'ai confondu paix et silence. J'ai gardé la carte. Avec mon père, j'ai établi une règle. Un seul canal, le SMS. Uniquement pour les urgences réelles le concernant directement. Pas pour Laurent. Pas pour les dettes. Pas pour les discussions qui commencent par « pense à la famille ». Il a testé la limite presque immédiatement. Ton frère risque gros. J'ai répondu, Laurent doit voir ça avec les personnes concernées. Tu es dur. Je suis clair. Quelques jours plus tard, il faudrait au moins que tu l'appelles. Non. Puis, un dimanche soir, il m'a appelé. J'ai laissé sonner. Il a rappelé. J'ai décroché. Sa voix était moins autoritaire que d'habitude, mais pas vraiment douce. Thierry, on ne peut pas rester comme ça. J'étais dans mon appartement, une soupe sur le feu, la fenêtre entr'ouverte malgré le froid. J'entendais un voisin fermer sa porte sur le palier. Ma vie était là, simple, imparfaite, mais à moi. J'ai dit, on peut parler. Mais pas si c'est pour me faire revenir à mon ancien rôle. Il a soupiré. Tu dramatises toujours tout. J'ai fermé les yeux une seconde. Alors on va s'arrêter là. Thierry. Je ne reviens pas pour être utilisé. J'ai raccroché sans trembler. Après ça, le silence a duré plus longtemps. Pas un silence paisible au début. Un silence plein de réflexes. Plusieurs fois, j'ai eu envie d'écrire à mon père pour demander s'il allait bien. Plusieurs fois, j'ai failli envoyer à Laurent le numéro d'une association d'aide budgétaire ou le contact d'un conseiller. Puis je me rappelais que donner une information neutre était rarement neutre dans ma famille. Ça devenait vite une porte entr'ouverte, puis une demande, puis une urgence, puis une accusation. Alors j'ai appris à ne pas répondre à l'angoisse par un virement. Ce n'était pas agréable. Je ne me suis pas réveillé un matin léger et transformé. Il y avait de la tristesse, de la culpabilité, même une forme de deuil. Je continuais d'aimer mon père, à ma manière. Je continuais de me souvenir du Laurent qui, enfant, me portait sur son dos dans le jardin en faisant semblant d'être un cheval. Les gens ne deviennent pas uniquement ce qu'ils nous font subir. C'est pour ça que c'est difficile. Mais aimer quelqu'un ne m'obligeait plus à payer pour ses mensonges. Un mois après le repas, j'ai reçu une enveloppe de la banque de mon père, réexpédiée par erreur à mon adresse parce qu'un ancien dossier contenait encore mes coordonnées. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai remise dans une autre enveloppe et je l'ai renvoyée avec une note courte, je ne suis pas concerné par ce dossier. Merci de mettre à jour vos informations. C'était peut-être le geste le plus important de toute l'histoire. Pas le dossier sur la table.
Pas les phrases devant la famille. Juste cette enveloppe que je n'ai pas ouverte, ce problème que je n'ai pas adopté. Camille m'a revu quelques semaines plus tard pour un café près d'une station de métro. Elle m'a demandé si je regrettais. J'ai pris le temps de répondre. Je regrette d'avoir attendu aussi longtemps. Je ne regrette pas d'avoir arrêté. Elle a hoché la tête. René dit encore que tu l'as humilié. Il a raison sur une chose, j'ai dit. Il a eu honte. Mais je n'ai pas inventé ce qu'il a fait. Camille a souri tristement. Laurent dit que tu l'as abandonné. Non. Je l'ai quitté à l'endroit exact où il me laissait depuis des années. Avec ses responsabilités. Je pensais souvent à ce banc froid de l'aéroport. À ma valise entre mes jambes. Aux annonces qui se répétaient. À mon téléphone qui perdait sa batterie pendant que ma famille levait son verre sous une photo intitulée « Enfin réunis ». Sur le moment, j'avais cru vivre une humiliation de plus. En réalité, c'était la première preuve visible d'une vérité que je refusais de regarder, il ne m'oubliait pas parce que je ne comptais pas. Il m'oubliait quand je n'étais pas utile. Et il se souvenait de moi dès qu'il fallait signer, payer, réparer, couvrir. Aujourd'hui, mon dossier est rangé dans un tiroir de mon appartement. Je n'ai pas besoin de le regarder souvent. Je sais ce qu'il contient. Il n'est pas là pour nourrir ma colère. Il est là pour empêcher ma mémoire de se laisser attendrir par les mauvaises phrases. Je n'ai pas coupé tout contact par goût du drame. J'ai coupé les accès par lesquels on me vidait. Mon père peut m'écrire s'il a une vraie urgence médicale ou administrative qui le concerne lui. Laurent ne peut plus passer par moi pour éviter ses créanciers, ses retards ou ses promesses. La famille élargie peut penser ce qu'elle veut. Certains ont compris. D'autres préfèrent encore l'ancienne histoire. Ce n'est plus à moi de corriger chaque version. La dernière fois que mon père m'a écrit, c'était court. Tu pourrais au moins demander des nouvelles de ton frère. J'ai répondu, je lui souhaite de régler ses problèmes. Mais je ne les porterai plus. Il n'a pas répondu. J'ai posé mon téléphone sur la table, j'ai éteint la lumière de la cuisine, et je suis allé dormir sans vérifier s'il écrivait encore. Ce calme-là n'avait rien de spectaculaire. Il ne ressemblait pas à une victoire. Il ressemblait plutôt à une porte fermée doucement, à un virement annulé, à une valise qu'on reprend soi-même au lieu d'attendre quelqu'un qui ne viendra pas. Quitter une famille toxique ne veut pas toujours dire cesser d'aimer. Parfois, ça veut simplement dire arrêter de se laisser sacrifier au nom de l'amour. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.